Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France-Afrique est un système politique criminel mis en place par la France. C'est la politique africaine de la France, elle est totalement antidémocratique. Cette politique est largement occultée et échappe à tout contrôle démocratique. Un tel système maléfique est dénoncé par tous les Africains, mais la France n'est pas prête à se passer de ce système colonial qui lui permet de piller les richesses naturelles en Afrique. Mais à quand les réparations pour tous les crimes et assassinats horribles de la France-Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. France-Afrique, crimes et assassinats de la France en Afrique, qui pour exiger les réparations. Dans cette émission, on entend souvent dire que la France viole, vole, pille, et parfois, on a l'impression que c'est faux. Eh bien, les secrets ressortent des cartons, secrets défense des archives. Ni le temps, ni même le secret qui les entoure depuis des décennies n'ont effacé de la mémoire collective l'encre séchée sur ces pages jaunies et sombres de l'histoire entre la France et certaines de ses anciennes colonies. Massacre de Thiaroye, livraison d'armes dans la guerre du Biafra, au réarmement trouble de la méthode de la métropole dans le génocide rwandais. En dépoussiérant les archives, la revue, bien sûr, que nous faisons ce matin, a compris qu'il y a beaucoup de choses que la France a cachées et continue d'ailleurs à cacher au peuple africain. Il n'est donc pas, il faut le dire comme ça, ne pas penser que les Africains sont lâches ou alors sont faibles quand ils disent que depuis la lune des temps, eh bien, la France les vole, la France les pille, la France les viole également. Si les murs de l'Élysée pouvaient parler, ils nous diraient beaucoup de choses. Pour l'heure, ce sont des archives qui parlent, en tout cas pour l'Afrique. Il faut le dire comme ça, eh bien, on en parle encore ce matin. Les crimes sont tellement nombreux. 2 hauts fonctionnaires sont chargés, il faut le dire comme ça, d'éplucher entre 1990 et 1994 des documents se rapportant à l'Afrique. Mais face à l'horreur retranscrite sur les pages, ils referment les cartons. Qu'ont-ils réellement vu du côté de l'Élysée? Sans doute cette note manuscrite, confiée par un haut fonctionnaire au journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui intime l'ordre aux soldats français, il faut le dire comme ça, de réarmer les Hutus. Ceux-là même qui venaient de massacrer selon un bilan à jamais provisoire de quelques 800 000 Tutsis, d'autres diront 1 200 000. 3 mois après le début du génocide, la France de François Mitterrand, engagée au début aux côtés du président rwandais Juvenal Habyarimana contre les rebelles Tutsis, envoie 2500 soldats au Rwanda lors de l'opération turquoise lancée en juin 1994. Officiellement, il faut mettre fin au massacre partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force selon le mandat de l'ONU. Officieusement, selon Patrick de Saint-Exupéry, les militaires français reçoivent l'ordre de remettre des armes aux Hutus qui se ruent pour passer la frontière, mise en difficulté par le rebelle du Front patriotique rwandais, le FPR, constitué d'exilés Tutsis, dont Paul Kagame, qui est aujourd'hui le président rwandais. En plus d'opposer une clause de conscience aux militaires, cet ordre immoral se fait en violation flagrante de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU en mai de la même année. De quoi relancer les spéculations sur le rôle sombre de la France dans ce pays des 1000 collines. En tout cas, pour l'heure, en dépit des promesses, des enquêtes, des appels et un devoir de mémoire, les archives restent secrètes sur le Rwanda, une boîte de Pandore. Pourtant, la France a déclaré haut et fort qu'elle était coupable, mais pas responsable. Allez d'ailleurs savoir ce qui se passe de ce côté-là. C'était l'inverse. Il était responsable mais pas coupable. Voilà, responsable mais pas coupable. Allez savoir justement ce qui se cache là-dedans. Seule leur déclassification permettrait d'avoir des réponses précises. Parlons maintenant du Sénégal et des tombes sans nom des tirailleurs massacrés à Thiaroye. Après avoir promis de donner au Sénégal les archives sur le massacre de Thiaroye, François Hollande, ancien président français, se rend dans cette banlieue dakaroise en novembre 2014 pour, dit-il, réparer, faut le dire comme ça, une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné, il faut le dire comme ça, leurs fusils.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour le rappeler d'ailleurs à nos téléspectateurs, la France entreprend le blanchiment des troupes en remplaçant les tirailleurs issus du Sénégal, du Dahomey, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Oubangui-Chari, actuel Centrafrique, du Niger, du Tchad, du Gabon, du Cameroun, du Togo, par des soldats français de souche. Des milliers de soldats sont alors démobilisés des villes françaises vers le camp de Tiaroy. Avant d'embarquer, certains réclament le paiement intégral de leur pécule, leur indemnité, leur arriéré de soldes et leurs économies enregistrées dans les livrets d'épargne et ne partiront pas. Sur le camp de la banlieue dakaroise, la contestation des tirailleurs gagne en ampleur, notamment lors de la visite d'un général. La suite, eh bien messieurs, des gendarmes français appuyés de tirailleurs coloniaux ouvrent le feu sur les soldats noirs. Bilan provisoire jusque-là, parce qu'on ne connaît pas encore les détails. On nous parle de 70 morts au total, dont 35 suite à leurs blessures, selon les archives. Une version de l'État français que conteste tant sur les chiffres, les circonstances, les origines, les motifs et le déroulé, plusieurs spécialistes qui indiquent que les archives ont été en partie soustraites pour ne pas donner une idée de l'ampleur des faits. Malgré la nationalité française récemment octroyée par François Hollande à des tirailleurs, l'ouverture complète des archives tarde à venir. Elle permettrait pourtant, mesdames, messieurs, de mettre des noms sur les tombes de ces soldats inconnus qui meublent le cimetière qui leur est dédié, qu'on a surnommé, on va le dire comme ça, le cimetière de Tiaroy. Mais il faut également parler de la guerre du Biafra. En 1967, le Biafra a l'audace de déclarer son indépendance du Nigeria. La guerre fait rage entre la nouvelle République sécessionniste et la République fédérale ouest-africaine. Des milliers de civils, particulièrement des enfants, tombent sous les balles ou meurent de faim. Le géant africain est alors en ligne de mire de la France, de De Gaulle et de Jacques Foccart, qui souhaitent affaiblir le géant anglophone d'Afrique de l'Ouest. Quelque temps plus tôt, la Pétro-République fédérale avait contesté le tir nucléaire français de 1960 et avait même expulsé les officiels de la métropole. Par vengeance, depuis la cellule Afrique de l'Élysée, la France-Afrique active les réseaux et met en place un réseau clandestin de livraison d'armes au Biafra. Sous couvert d'une opération, il faut le dire, humanitaire face à l'horreur des enfants qui meurent et d'une bataille largement médiatique, des mercenaires des services français livrent des armes depuis la Côte d'Ivoire ou encore depuis le Gabon. Et des cadavres qui ressortent des cartons archives déclassifiés. On ne peut parler des assassinats et des crimes sans parler du Cameroun. Là-bas encore, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créée le 10 avril 1948 par de jeunes hommes qui demandent tout simplement la liberté, qui demandent la dignité, qui demandent l'indépendance de leur pays, eh bien, entre 1900, il faut le dire 48 jusqu'en 1960, jusqu'en 65 d'ailleurs, plusieurs d'entre eux seront assassinés. D'ailleurs, la France va utiliser des moyens pour dissuader certains de ne pas prendre le chemin du maquis. Certains déclareront d'ailleurs que les UPCistes sont des communistes, d'autres déclareront d'ailleurs que ce sont, il faut le dire comme ça, des maquisards. Combien sont-ils tombés? On parle d'ailleurs d'un génocide au Cameroun. On parle même de plus de 50 000 personnes qui sont tombées. Mais où sont passées les archives? Où sont passés les chiffres? Car pour bon nombre de personnes, eh bien, des Camerounais sont tombés, il faut le dire, en milliers. Comme à chaque fois dans son sombre passé avec l'Afrique, les archives musellent la vérité des faits sous le sceau du secret défense. Pourtant, ce serait pour la France une occasion inespérée de construire le futur de sa relation avec ses anciennes colonies en ouvrant ses archives pour solder les injustices et erreurs du passé, sans être exhaustif, le mystère sur l'assassinat de Thomas Sankara, les diamants de Bokassa, les nombreux coups d'État ou le parachutage, il faut le dire comme ça, de préfets français à la tête d'États africains, la disparition de Mehdi Ben Barka, le bombardement de la base de Bouaké, la mort de Kadhafi, sont autant de zones d'ombre qui devraient être éclairées par une déclassification des archives. Voilà pourquoi ce matin encore, nous nous interrogeons. France-Afrique, crimes et assassinats de la France en Afrique, qui pour exiger les réparations. Mes invités sont au complet ce matin. Patient Parfenom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Merci aux techniciens pour leur vaillance et le travail assidu qu'ils abattent au quotidien. Et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir. Merci, merci une fois de plus. Là, je vais me tourner vers Vianney. Quel John, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. C'est quel John, voilà, du moins dans mon dialecte en fait. Il y a une intonation qui est montante et puis qui est... Quel John. Dans ta langue. Dans ta langue. Exactement. Bonjour, bienvenue à vous.
Alors, bonjour aux panélistes, bonjour aux techniciens. Comme le disait le grand frère Parassien Parfendum, je salue notamment les milliers de téléspectateurs de DBS qui sont sans cesse croissants. Et je suis heureux une fois de plus d'être parmi vous ce matin. Merci messieurs d'être là ce matin. Et d'ailleurs, le sujet que nous mettons sur la table France-Afrique, crime et assassinat de la France en Afrique, qui pour exiger les réparations. Messieurs, il faut également que je vous donne une information. Il y a encore quelques temps, on nous parlait, il faut le dire, de Patrice Lumumba. Il faut le dire en plein calendrier annoncé, on a annoncé en tout cas la restitution des restes de Patrice Emery Lumumba, qui a été reportée sine die. La raison invoquée par les autorités est la crise sanitaire. Jean-Jacques Lumumba, le petit-neveu du père de l'indépendance congolaise, demande la transparence sur les frais occasionnés par ces cérémonies. Pour cela, messieurs, il faut également oublier qu'on veut parler d'une cérémonie pour remettre une seule dent. Une dent. Je prends votre réaction. Patient parfait d'homme. C'est ce que nous vivons. Après, les gens vont nous traiter de racistes. Nous ne sommes pas des racistes. Va en guerre. Les gens, c'est qui? Ils sont nombreux. Non, les gens vont nous traiter, c'est qui? C'est pas vous qu'on a de la parole. Laissez terminer. C'est une question aussi. Non, c'est pas vous qui posez la question. Vous pouvez peut-être repasser la question. Non, moi je lui demande c'est qui. Parce qu'on dit les gens. À chaque fois qu'on dit les gens, c'est qui? On parle de qui, au fait? Laissez terminer d'abord son propos. C'est ça qui termine. Voilà, laissez terminer. Allez-y, patient, pas fait de on y va avec vous rapidement. Donc, ils vont nous traiter de racistes, ils vont nous traiter de schizophrènes, des gens qui... de nerveux. De va-t-en-guerre, parce qu'apparemment le mot nerveux revient à tous les coups maintenant. Bon, je me pose bien des questions face à tout ce que vous avez déroulé, ce qu'ils en pensent. Quand, dans le cas de Lumumba, on sait pertinemment qu'il a été exécuté. Il a été dépecé à morceaux. Il a été enfui dans des fûts d'acide, et où l'un de ces assassins a pris la peine de retirer quelques dents qu'il a conservées comme, je ne sais pas... Un trophée de chasse. Un trophée de guerre. Vous voyez jusqu'à quel niveau les individus peuvent pousser l'horreur, la sauvagerie à son extrême. Alors, le dénoncer fait de nous des gens qui ont le couteau entre les dents, qui sont des racistes, qui sont des xénophobes, tout, on nous affuble de tous les mots, n'est-ce pas? Mais nous disons que cette vérité historique doit être connue de notre jeunesse. Elle doit être connue de notre jeunesse parce que c'est seulement comme ça qu'elle va prendre comment dire ça, l'entièreté de la réalité historique qui commande son vécu d'aujourd'hui et qui risque de se prolonger si rien ne fait pour ne pas réparer cette heure-là. Alors, donc, les arguties qui sont avancées pour ne pas, au moins, permettre à ce que ces cérémonies se tiennent me fait rire. Il y a l'euro qui se joue. L'euro se joue. Il y a beaucoup de compétitions. On ne parle pas de crise sanitaire. On ne parle pas de crise sanitaire. Il y a les Jeux Olympiques qui sont annoncés. Roland Garros s'est joué. Oui, on a oublié qu'il y avait des crises sanitaires. Allez, en train de se jouer également. Je me le donne, c'est la semaine prochaine. Je me pose toujours la question de savoir. On dit l'Allemagne raciste, mais après la défaite de l'Allemagne raciste, il y a les biens. Elle a dit l'héritage du racisme, de l'Allemagne raciste. On dit que certains scientifiques auraient été appelés par les Américains, d'autres soi-disant par les Soviétiques, mais peut-être que la France a hérité de la culture du racisme nazi et il fallait trouver un champ d'expérimentation pour voir s'ils avaient bien assimilé les leçons. Et ce champ d'expérimentation, malheureusement, ce fut l'Afrique. Avec tout ce que vous venez de dérouler là. L'élite française est d'un racisme incroyable. L'élite française est d'un racisme incroyable. J'écoutais encore le ministre algérien, je crois, des Relations extérieures, à qui on interrogeait sur ce qui se passe au Mali. Oui. Et il donnait les raisons. Barkhane était devenu quelque chose qui était moins que inopérationnel. Au contraire, cette bande sahélo-sahélienne n'a pas eu la vigueur de la présence de ces djihadistes aujourd'hui que par le passé. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs que le ministre justement algérien a pris l'initiative d'enlever, de retirer l'accréditation à la télévision France 24.
apparemment, cette interview s'est même passée avant cette décision. Oui. Et il allait loin. En disant qu'à l'analyse, on a l'impression qu'en réalité, ce qui se passe là, avec la présence française au Mali et dans la bande sahélo-sahélienne, ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme djihadiste. On l'a toujours dit, patient Parfait. Il nous a tellement rejoint que je me suis dit, bon, vraiment, ça veut dire que... Il a parlé de l'uranium. Il a parlé de d'autres richesses qui sont extrêmement stratégiques pour la France et que lui, c'est son point de vue, pense que c'est la raison de la présence française dans cette zone-là. Sinon, si c'est pour lutter contre le terrorisme, il a complètement évacué, n'est-ce pas, cet argument. Donc, honnêtement, quand on regarde tout ce que vous avez déroulé, l'attitude de Paris vis-à-vis des pays africains sous domination française, vis-à-vis même des pays, parce que quand ils tentent de dépasser le Nigeria, arrêtez, c'est pour empêcher le Nigeria d'être la puissance qu'elle est aujourd'hui. Parce que pour elle, c'est une menace pour le futur, parce que le Nigeria pourra être une espèce de pilier qui peut lancer un mouvement pour essayer, n'est-ce pas, de fédérer autour d'elle une autre puissance économique africaine qui ne soit plus dépendante de Paris. Et c'est ce que nous voyons progressivement, n'est-ce pas, se dessiner. Donc, ces gens-là, je continue de me poser sincèrement la question de cette élite française, si ce n'est pas elle qui était vraiment le véritable mentor de Hitler. Parce qu'ils sont d'un racisme incroyable. Vous allez trouver partout dans le monde des pays qui ont eu cette relation ambiguë, c'est-à-dire d'un colonial master avec une entité colonisée. Mais quand les moments de dépendance sont arrivés, ils se sont retirés. C'est vrai qu'ils ont continué à entretenir des relations à la fois économiques et culturelles assez importantes avec ces pays qui dominaient hier. Mais ils ne continuent pas d'imposer sur le plan politique leur désiration à ces pays comme le fait la France. Ils ne continuent pas comme le fait la France d'avoir cette peignance, cette même mise avec une violence incroyable sur l'ensemble de tout ce qui peut être comme possibilité pour ce pays-là de pouvoir avancer. On a parlé de l'homme malien, mais regardez le cas de la Centrafrique. Un pays de moins de 5 millions d'habitants, où les gens sont dans une misère indescriptible. Mais où Paris faisait la pluie et le beau temps, faisait installer les jeunes d'État en pyjama. Voilà la Centrafrique. Je ne parle pas de Cameroun, vous allez parler de 500 000 morts. Si on prend même le chiffre de 500 000 morts. 50 000. 50 000, prenons même 50 000 morts. Oui. À cette époque-là, le Cameroun avait autour de 3 millions d'habitants. Si dans un pays, vous avez 3 millions d'habitants à peu près, on ponctionne 50 000 personnes, vous savez ce que ça signifie? Mais c'est très grave. C'est plus grave que les génocides dont on nous parle aujourd'hui. Donc, je pense sincèrement que, alors que ce chiffre-là, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Nous le savons tous que ce ne sont pas des chiffres vrais. Non. C'est un Camerounais, je crois, Simon Ken. Quand Hollande est venu avec le bavardage, il dit, bon, on va ouvrir les archives. On va ouvrir les archives. Il va au centre des archives pour essayer de... On dit que non, monsieur... Ça ne se passe pas comme ça. Il a été obligé de passer par la justice française. Il a porté plainte. Porté plainte à l'État français pour que progressivement... On commence à ouvrir un peu les vannes. Mais je ne suis même pas sûr que le temps qu'ils ont mis pour enfin ouvrir, ce n'était pas un temps mis pour essayer de mettre de côté les archives les plus compromettantes par rapport à tout ce qu'ils ont commis chez nous. Donc, ce n'est pas encore du tout donné. Il faudrait qu'il y ait encore beaucoup de travail de veille, beaucoup de travail de conscientisation pour arriver à démanteler la France de notre territoire, de notre espace, notre continent Afrique. Et je pense que c'est à ce moment que la jeunesse française elle-même va commencer à comprendre ce que leurs élites ont produit comme méfait au niveau de notre continent. Et je pleure, malheureusement, un Français qui a vraiment travaillé sur ce sujet-là. Je parle de Verschaff, pour ceux qui l'ont lu. Verschaff a tellement bien travaillé sur ce sujet-là que si vous lisez quelques-uns des livres de Verschaff parlant de la France-Afrique, vous comprenez les relations incestueuses qui ont existé entre cette élite politique française et les hommes liges qu'ils ont mis au pouvoir chez nous. C'est complètement ahurissant. Ahurissant. Au point où on se sert de vous, le jour où vous n'êtes plus important, on se débarrasse de vous. Est-ce que vous savez que quelqu'un comme le président Marien Ngouabi faisait partie des troupes coloniales qui sont venues au Cameroun pour combattre les UPCistes? Mais après, il a été fait chef d'État au Congo. Et après, il a été brutalement assassiné. Donc,
C'est pire qu'un film d'horreur. Il faut que la jeunesse africaine s'intéresse à son histoire. Qu'elle s'intéresse à ces relations que cette élite française nazie a décidé d'imposer sur notre continent pour qu'ils comprennent le sens de notre art, de notre détermination à mettre au grand jour, à la disposition de tout le monde, ces comportements français qui sont devenus plus qu'insupportables parce qu'en plein 21e siècle, nous refusons d'être considérés de nouveau comme des animaux. Merci, Impatient Parfait, donc pour cette première prise de parole. Albert Anatolaï, si beaucoup de personnes, lorsque j'écrivais encore sur ce sujet, France-Afrique, crime et assassinat de la France en Afrique, qui pourrait exiger les réparations, on a un gros problème, celui du massacre de Tiaroy. On se rappelle quand même que l'année dernière, ici, nous avons parlé du 27 août 1940. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette date dans les mois à venir, précisément le 27 août prochain, pour parler de ce massacre de Tiaroy. Des Africains ont pris l'initiative d'accompagner De Gaulle, il faut le dire comme ça, à la Seconde Guerre mondiale. Et pour les remercier, messieurs, on va les chasser, on va même les tuer entièrement et totalement. On parle seulement de 70, il faut le dire, tirailleurs qui ont été assassinés. Pourtant, nous savons qu'ils étaient nombreux, les Africains, qui sont allés prêter main forte à la France pour cette guerre. Écoutez, la thématique de ce matin, c'est une thématique assez émouvante. Elle est révoltante, ça il faut le dire. Elle est historique. En même temps, elle est délicate. Elle est complexe. Elle est vraiment complexe. Écoutez, déjà il faut, avant tout propos, il faut indiquer que ce n'est pas la France. Les Africains ne doivent pas attendre que c'est la France qui déclassifie les archives. Vous ne pouvez pas demander au bourreau de vous donner les preuves de ces actions. De ces crimes. De ces crimes, de ces assassinats. C'est contradictoire. Vous avez sur le continent africain des historiens, des chercheurs qui peuvent... vous avez même encore des témoins vivants. Ces affaires-là. C'est-à-dire, je parle notamment pour ce qui concerne les luttes d'indépendance, la colonisation, si vous voulez, le colonialisme. Il y a encore des acteurs qui sont vivants, qui peuvent parler. Il y en a qui refusent d'écrire, mais il y en a qui peuvent être des témoins vivants à partir de l'oralité. Maintenant, vous avez déroulé dans votre introduction, il y a quand même quelques éléments historiques qui ont été évacués. Je ne sais pas pourquoi. Il faut quand même indiquer qu'en 1847, la France a tué plus de 500 000 Tchadiens. C'est-à-dire, ça c'est le fait de céder ses soldats. Au niveau de Madagascar, en 1947, vous avez plus de 40 000 Malgaches qui ont été assassinés. Nous avons bien précisé que la liste est exhaustive. Non, je veux dire qu'elle est non exhaustive. Elle est non exhaustive. Quand vous prenez ces cas-là, ça veut dire qu'en fait, il va falloir faire un travail pour arriver à la réparation. Il va falloir d'abord évacuer un certain nombre de préalables. Parmi ces préalables, il va d'abord faire la comptabilité macabre, établir les responsabilités. Et opter pour les alternatives de réparation s'il faut m'arriver de là. Et puis, chercher à savoir qui doit réparer quoi qui. Et ensuite, savoir qu'est-ce qu'on met dans, quel est le contenu qu'on met dans la réparation. Parce que vous avez des crimes. Je prends le cas de l'esclavage. La tête, c'est un crime contre l'humanité. Et il n'y a pas que la France qui est concernée dans cette affaire. Vous avez d'autres pays européens. Donc, quand vous mettez cela dedans, on part donc maintenant dans le colonialisme avec toutes ces actions, c'est-à-dire l'indigénat, les viols, l'homme traité comme un objet machin, comme Dr Mbela l'habitude le dit, avec tout ce que cela comporte. Donc, pour y arriver, la France n'est que le cheval de Troie parmi tous ces criminels. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, pour le cas de la France principalement, la France s'offre entre ce que j'appellerais le déni et le principe de co-responsabilité. Le déni, souvenez-vous, en 2005, vous avez le Parlement français qui a insidieusement introduit dans l'une de ses dispositions légales, n'est-ce pas, une disposition qui voudrait, qui disait que le rôle positif de la présidente française outre-mer. C'est-à-dire, nous sommes là dans les départements outre-mer. La même chose vaut pour l'Afrique. C'est-à-dire que la fameuse mission civilisatrice.
C'est ce, il s'agit donc voilà donc le rôle, voilà donc une disposition qui a été mise dans la loi française, heureusement, qui a été révoquée justement, qui a été révoquée rapporté un an plus tard. De la colonisation. Tout à fait. C'est le rôle positif, c'est ce que je te dis, c'est le rôle positif, c'est ce qui est écrit, c'est le rôle positif de la présence française outre pendant la colonisation. C'est ce qu'il s'agit. En 2017, nous sommes là, lors de la campagne présidentielle française. M. Macron, qui est candidat à cette élection-là, à la télévision algérienne déclare, enfin, il déclare que le colonialisme était un crime contre l'humanité. Nous sommes à la télévision algérienne en 2017. En 2019, il change. Tout à l'heure, je n'ai pas de déni. Il change de verbe. Le vocabulaire, il estime que le colonialisme a été une erreur, a été une faute, une erreur de la République française. Ça veut dire qu'il y a un déni. Donc, il faut donc d'abord établir justement les responsabilités. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, tranquillement sur votre territoire, vous avez des étrangers qui arrivent chez vous, vous transforment en esclaves, vous tuent et imposent leur civilisation, comme ils le disent. Qui les envoie? Ils sont mandatés de qui? Il faut donc d'abord, et je pense qu'il y a le témoin vivant dans le cas, vous avez tout à l'heure convoqué le cas de la Sahara maritime, où vous avez encore des témoins vivants, même au sein de l'armée camerounaise. C'est-à-dire on assassinait quelqu'un, on le décapitait et on mettait la tête sur un pied. Comme mettait la place publique, comme pour dissuader les autres. Que voici le sort qui vous est réservé si vous vous comprenez comme tel. C'est fait dans mon village. Ça c'est clair. Vous avez les charniers en Pays-Bassa, la Sahara maritime, pour parler comme il parlait avant. Il n'y a pas qu'en Pays-Bassa à Douala. Donc, je pense qu'il s'agit d'un travail qui doit être fait par les archives françaises, non. Ce sont les historiens camerounais, les chercheurs qui doivent le faire, qui doivent faire ce travail. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je pense que cette question un peu c'est un problème qui vient a posteriori. Parce qu'il faut d'abord évacuer les préalables que j'ai évoqués tout à l'heure. La question que vous me mettez sur la table vient a posteriori parce qu'il faut d'abord faire l'inventaire macabre de cette affaire. Avant d'arriver sur les alternatives des réparations, sur qui doit réparer quoi, et qu'est-ce qu'on met dans réparation, parce que aujourd'hui, il faut quand même se dire une chose. Il y a quand même une possibilité, c'est-à-dire que qui nous a offert cette possibilité par justement la Convention des droits de l'homme de l'ONU, qui voudrait que justement qui voudrait que les crimes contre l'humanité, parce qu'il faut quand même mettre cela dans ce qu'on a, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation et ses méfaits doivent être rangés dans le rubrique crimes contre l'humanité. Heureusement, c'est imprescriptible, c'est-à-dire que quels que soient les siècles et les temps, eh bien, les acteurs ou l'État commanditaire, du moins ceux-là qui ont bénéficié de cette affaire-là, peuvent être poursuivis devant les tribunaux internationaux compétents. Merci Albert Anatolaïssi. Docteur Jean-Paul Bellec, pour Albert Anatolaïssi, pour bon nombre d'ailleurs de nos téléspectateurs aujourd'hui, il faut établir les responsabilités, faire le bilan macabre, il faut le dire, des exactions, des crimes, des assassinats de la France sur le continent africain. Mais on va également noter que c'est des millions de personnes qui sont tombées, il faut le dire comme ça, qui ont été assassinées par les Français. Bon, d'abord, je reviens sur le coup de gueule de 3 ans, à propos des Chinois. Moi, j'ai déjà dit ici, sur ce plateau, que je fais la différence entre les Chinois et les Russes. Parce qu'il y en a qui ont tendance à s'autoproclamer néo-panafricains et qui n'ont pas la couleur de nous autres. Ceux-là vont nous imposer qu'on a comme alliés les Russes et les Chinois. Non, pas pour Jean-Paul Bellec. Moi, je suis noir, africain, bon teint. Et je donne de ma vie pour la liberté de l'Afrique. Ça sera jusqu'à la tombe. Donc ceux qui ne veulent pas entendre, je leur redis ça ce matin. Donc je ne veux pas recevoir des leçons d'un leucoderme pour parler comme Albert Anatolaïssi, qui prétend qu'il est là pour défendre la cause africaine. On ne défend pas la cause de quelqu'un si cette personne ne t'a pas invité. Oui. S'il y a le feu chez moi, tu viens l'éteindre parce que tu as peur qu'il arrive chez toi. Mais avant même que tu mettes les pieds chez moi là, il faut d'abord savoir si moi je veux bien que toi tu viennes l'éteindre et m'éteindre mon incendie. Parce qu'il n'est pas encore arrivé chez toi. C'est d'abord ma préoccupation. Et c'est chez moi. Ça a un sens. Hier, j'ai lu un texte égyptien avec une élève.
Parce que là, avec elle, on est sur la phase écriture ancienne. Ok? C'est toute une connaissance. Hein. D'ailleurs, si tu me permets, vers la fin de l'émission, je vais reparler de mes cours. Parce que là, quand on a des discours comme ça, là, il y a des gens qui doivent suivre mes cours à moi. Je dis mes cours à moi. Et d'autres qui n'ont pas les moyens. Alors, il faut leur donner ces moyens. Il faut les aider. Voilà. Et on parlait, et dans ce texte égyptien, il y a un mort, un défunt, qui parle des terres arables, des terres à cultiver, qui l'attendent dans le paradis, des champs de Yalou. Attends, mais ça veut dire que la notion de la propriété privée, il a vécu sur terre et il sait que ça continue là-bas. Donc on ne peut pas enlever ça. Quand une chose est à moi, elle est à moi. Pour toute l'éternité, même après la mort, c'est à moi. Ok? Donc il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Donc Albert Anatole a ici, les Chinois, moi je les mets pas sur les mêmes pieds d'égalité que les Russes. Je te le dis. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont échoué. Vous voyez une réussite économique. Mais attends, ça va durer combien de temps? Et puis ça veut dire quoi d'abord? Il faut chiffrer ça. Ce sont des gens qui ont échoué. Ils ont échoué face à l'Occident, dans la guerre de l'opium. Depuis, ils ont été infiltrés par l'Occident. Depuis, ils font partie du business plan. Oui, tout le reste n'est que de l'apparence. Et je le dis pourquoi. Nous avons de vieilles relations avec la Chine. Par exemple, des navigateurs swahilis à la côte est de l'Afrique quittaient l'Afrique et emmenaient des cadeaux. Parmi des cadeaux, il y a une girafe qu'ils ont emmenée en Chine. Donc les Chinois ne peuvent pas faire comme ça, on n'a jamais eu de relations. Avant même qu'on ait de relations économiques avec l'Occident, on en avait avec la Chine. Comment ça se fait que ces gens-là, ils viennent nous traiter sous l'auspice de Gobineau et de Hitler, du nazisme, alors que nous avons des relations saines avec eux avant? Je ne les considère pas comme des gens dignes de ce nom. Ok? Il faut qu'ils fassent leurs preuves. Mais non, j'attaque le sujet. Là où nous sommes, nous les Africains, nous n'avons pas d'alliés que nous-mêmes. Quand je parle de l'Afrique, c'est l'Afrique et sa descendance. Et tous les problèmes d'archives, là Vous rejoignez Albert Anatole oui, ici? oui, parce que, comme il a dit, parce que moi aussi j'allais dire un truc comme ça. Donc comme il a dit, je pense qu'on est deux maintenant à le dire. Attends, on est en lutte contre des gens, on ne va pas faire en même temps. C'est pour ça que j'ai interpellé par Fendome. Il croit que c'est une agression. Non, il faut préciser. Tu sais, ça a amené Robespierre à la potence. Robespierre parle de gens, on lui donne des noms, il ne peut pas donner les noms. Il a fini à la potence, il a fini sur la guillotine. Parce qu'il n'a pas été capable de donner les noms des gens qu'il citait. Quand tu dis les gens, il faut dire de quels gens il s'agit. Il s'agit des Occidentaux et des Endo-colons, qui sont leurs alliés. Ça, c'est clair. Donc, donne leur nom, comme ça, c'est clair. Tu veux que les gens apprennent l'histoire, dis-le. Voilà. Tu prends ton courage à deux mains, tu le dis. Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque tu es là pour la lutte? Tu le dis. Si tu sors d'ici, tu ramasses une balle, c'est normal. Tu es dans la lutte. En tout cas, moi, je suis prêt à ça. Hein. Moi, il ne faut même pas pleurer derrière. Hein. Moi, je suis là. Mes enfants seront prévenus. Moi, je le dis. Mes enfants seront prévenus. Moi, je suis là dans la lutte. Si ça siffle là, je ne fuis pas. Pourtant, j'ai mon billet d'avion retour. Hein. N'importe quand. Je ne l'utiliserai pas. Je le dis là, en direct. Voilà. Alors, donc, les Occidentaux ne peuvent pas nous donner les outils qui vont les accuser. Et ils nous préviennent d'avance. Parce qu'ils sont contre la repentance. Les Français le disent tout le temps. Eux, ils ne veulent pas la repentance. Tant qu'ils le diront, nous perdons notre temps à espérer quoi. Parce que même si tu as fouillé les archives, comme Aïs le disait, c'est tout le temps là qu'ils vont arranger les archives. De toute façon, ils ne vont pas donner ce qu'il faut. Puisque c'est eux qui, quand tu veux consulter, tu t'adresses à eux. C'est eux qui vont fouiller pour toi et te ramènent. On est d'accord? Donc, déjà, c'est une perte de temps. Parce qu'ils sont contre la repentance. Tant qu'ils chanteront cette chanson, on n'a rien à espérer de ces gens-là. Ça, c'est number one. Oui. Je parle des Français, puis c'est d'eux qui s'agit ce matin. On pourrait parler la même chose pour les autres. Number two. Il y a eu la conférence d'Urban en 2001. Mais vous savez le scandale qui en est suivi, puisqu'il y a eu même la diaspora était là. Les gens ont réclamé des réparations. Mais ça a fait un scandale. C'est sorti même que les Africains sont les antisémites. Depuis, les Talmudistes s'acharnent à démontrer que les Africains sont les antisémites. Donc, à la moindre occasion, il y a un Fofana qui arrive, il y a dans l'hypercachère là, un autre qui arrive pour démontrer que les Africains sont les antisémites. Parce que, attention, le peuple de Dieu, attention, hein, il n'y a pas pire crime. Ça, ils ont même gradué les crimes, il n'y a pas pire crime. Voilà. Et quand tu dis quelque chose... Dieu ne l'aime Balambala en souffre encore aujourd'hui, hein. On déclare qu'il est un antisémite. Voilà, on va te dire, il faut pas faire la concurrence mémorielle. Pourtant, il y a une loi contre... La loi Toubira, qui dit que l'esclavage des nègres est un crime contre l'humanité. Lui, on l'a vidé de toute substance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réparation incluse dedans. C'est juste resté comme ça. On a écrit, voilà, il a gagné ça, mais sans plus. Vous avez déjà entendu quelqu'un être condamné de quoi que ce soit parce qu'il a commis... Pas du tout. Il y a un Africain qui a été assassiné là, en France. Vous vous souvenez? Le président Banakena a parlé ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'en est suivi? Absolument rien n'en est suivi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà.
Alors, donc moi je dis ceci. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs et prétendre être cohérent dans ses attitudes. Notre problème, c'est d'abord se libérer, gagner une souveraineté. Enfin, on a des endos-collants. Tu vois que je ne le sais pas. Je le sais. Mais moi, je suis un fin stratège à mon niveau, dans mon domaine. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc nous avons une première préoccupation, c'est de se libérer. Le jour où on est libre de ces gens-là, ils vont nous supplier parce qu'ils savent que ça a commencé à chauffer pour eux. La dette. Moi je dis, si par exemple, supposons qu'à Tcharoy, il y a eu par exemple, disons, 50 000 morts. Mais disons, il y a eu 50 000 morts. Et s'ils me donnent des archives, on vérifie 50 000 morts, tant mieux pour eux. Mais sinon, moi je mets 500 000. Ça veut dire que je vais aggraver, c'est que leur mauvaise foi là. La leur ne vaudra rien devant la mienne. Moi, je vais aggraver à chaque fois leur situation. Et quand là où il y a 50 000 morts, vous oui, moi, je rajoute même au moins un zéro. Oui, et puis je multiplie autant les chiffres si c'est pour rembourser, que ce soit en argent, en matériel. Oui, bien sûr, parce que je vais les ruiner. Je vais les ruiner. À la guerre comme à la guerre. Attends, ces gens-là ne nous considèrent pas comme des hommes. On ne peut pas réparer les gens qui ne considèrent pas comme des hommes tant qu'ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Parce qu'on a été des biens meubles par Fendom. Ça, c'est une loi talmudiste, ça. Quand tu le Talmud, ça dit que tu le Talmud. C'est marqué. Les talmudistes les plus gentils, pour eux, nous sommes entre l'homme et le singe. Pour ceux qui sont un peu moins, nous sommes carrément des singes. Et pour ceux qui sont les plus méchants, nous sommes que des meubles, des objets. On n'est même pas dans l'humanité. Attends, avec ces gens-là, tu veux discuter de quoi? Mais non, il n'y a rien à discuter avec ces gens-là. Tu peux perdre ton temps, si tu veux, mais il n'y a pas à discuter. Il faut être fort. Et j'arrête pas de vanter la force des Africains ici. Et je vous dis que les Africains sont forts. Vous connaissez Malik Ambar. Vous connaissez Yasuke. Vous connaissez quand même le général Dumas. Vous connaissez comment ça s'appelle, le chevalier de Saint-Georges. Vous connaissez Abraham Hannibal. Oui. Tous ces gens-là que j'ai cités sont de grands militaires. Malik Ambar, enlevé de son continent africain, arrive en Inde. La Mani Nagar, c'est un sultanat en Inde. Nous sommes là au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'il fait? Au début, il est là comme soldat, Sidi. Parce que c'est le nom que les Turcs donnent à leurs soldats. Parce qu'il est arrivé là par les Turcs. Il protège l'État. Si bien que le sultan l'en fait un premier ministre. Et quand le sultan meurt, il donne même sa fille et c'est lui qui devient sultan. Malik Ambar, c'est un noir africain. XVIe siècle. Yasuke, c'est le premier samouraï étranger au Japon. XVIIe siècle. Les autres, c'est du XVIIIe siècle. Ça dit que l'Africain est un homme fort. Parce que nous sommes dans les conditions de vie de l'esclavage. L'Africain est un homme fort. Alors, il faut arrêter de pleurer comme des fillettes. Je n'ai même pas des filles. Je n'ai pas dit des filles, j'ai dit des fillettes. Il faut arrêter. Il faut juste se battre. Se libérer. Lorsqu'on sera libre, vous verrez, la situation va totalement changer. Et nous devons l'être le plus rapidement possible. Ça n'a fait que trop durer. Tu veux donc que je chute? Allez-y, terminé. Bon. Alors, maintenant, si on ouvrait les archives, qu'est-ce qu'on trouverait? Dans le cas du Mali, vous voyez la force Takuba, non? Qui veut prendre le relais de Barkhane, d'après Macron. Il a demandé l'avis des Maliens. Pas du tout. Bon, on va archiver ça aussi. Ça, c'est les archives vivants. Nous sommes témoins déjà. On va archiver ça aussi. Donc, on va mettre un facteur multiplicatif énorme. Parce que voilà des gens qui sont une force d'occupation. Voilà des gens qui font tuer les Maliens dans les mariages. Pour un rien. Un drone qui devrait indiquer les djihadistes va plutôt bombarder un mariage. Voilà, les populations, leurs avions font... Voilà. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ces mêmes drones qui sont incapables de voir les djihadistes sont capables de dire que là au Cameroun, dans la région occidentale, on a vu le fleu, c'est parti comme ça, et que c'est l'armée camerounaise qui en est responsable. C'était quoi, Ndom? C'était la ville, là. Garbo, voilà. Ça, ils ont vu, hein. Je me souviens à l'époque avoir envoyé des éléments au président Badakani pour lui montrer que ce qui était impossible sur le plan de la physique, compte tenu de ce que nous connaissons, des satellites qui voyagent autour de nous. Ok? Il y a différents types de satellites. Un satellite qui est à 800 km, là. Vous pensez qu'il peut voir ça? Il a quelle précision pour voir quel détail? Quand même. En quelle année il a été envoyé là-haut? Et même avec la technologie d'aujourd'hui, il ne peut pas avoir de tels détails. Ok? C'est-à-dire qu'il voit toute une scène comme si c'était un film. C'est n'importe quoi. Alors, nous, on va donc
accuser ces gens-là, non seulement d'avoir pillé nos matières premières, mais d'avoir fait proliférer les djihadistes et d'avoir causé la mort du Mali, d'avoir créé la partition et d'avoir créé la zizanie, d'avoir fait en sorte qu'un pays touristique comme la région de Bandiagara, chez les Dogons, est devenu maintenant un pays de désolation et jusqu'à faire que deux frères se tuent, à savoir les Peuls et les Dogons, qui normalement dans le Saint-Kouya sont apparentés. Eh bien nous facturons. Ça coûte cher. Indépendamment de ce qu'ils ont gardé dans nos archives. Ça, c'est l'archive vivant. Nous l'avons. On fait que rajouter. D'accord? Donc maintenant, là, je chute. Pour te faire plaisir. Parce que ça fait un moment que tu veux que je chute. J'ai chuté. C'est fini. Pour l'instant. Voilà. Vianney Keldion, je vais me tourner vers vous. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, c'est les Africains qui sont victimes. Victimes du racisme. Victimes de la colonisation, victimes de la traite négrière, du néocolonialisme, victimes également des endocollants. C'est toujours l'Afrique qui souffre depuis la nuit des temps, mais il n'y a personne pour payer. Déjà, moi, je vais commencer par remercier vous personnellement, Steve, pour ce genre d'émission, pour le thème déjà choisi. Parce que c'est ce que nous autres jeunes nous demandons. Il faut que la mémoire des Africains nous soit restituée telle qu'elle. Il faut que nous apprenions l'histoire. Et je remercie mes copanélistes, mes prédécesseurs, qui ont vraiment balisé le chemin et qui ont démontré à suffire que les Africains sont les victimes depuis la nuit des temps. Et je pense que des situations, se mettre à énumérer des cas, on ne va pas finir, toute l'émission ne suffirait pas pour énumérer tous les cas, toutes les tragédies qui se sont succédées sur le continent africain. Ça sert pratiquement rien parce que là, des cas sont légion. 3A parlait tout simplement, parlait de l'assassinat de Lumumba par exemple, dont les restes ont été plongés dans l'acide, vous voyez. Et que quelqu'un a pris sur lui de prendre quelques dents pour garder comme trophée de chasse. Vous voyez jusqu'à qu'il a légué à sa fille. Hein. Vous voyez jusqu'à quel qu'il a légué à sa fille comme héritage. On a eu des images d'ailleurs ici. Sa fille, on l'a légué en tout cas cette dent comme héritage. Allez savoir ce qui se passe derrière la tête de cet homme. C'est difficile d'aborder ce sujet sans et se départir de l'émotion. C'est très difficile parce que la mémoire, lorsqu'on voit, on revit un peu le film. Nous autres qui sommes assez jeunes, on ne l'a pas vécu comme les anciens, mais du moins ce qu'on lit dans les livres et ce qu'on voit dans certaines émissions, c'est à tomber des nues. On voit la méchanceté avec laquelle le colon nous a maté. Je pense même pas que le terme est fort. Je pense que le terme ne suffit même pas, mater ne suffit pas. Il faut trouver un autre terme pour qualifier les exactions qui ont été donc commises sur le sol africain. L'émotion, elle est là. Donc, à un moment, à un autre, on se dit, il va falloir... Moi, des fois, je ne suis pas... J'évite d'être extrémiste, mais des fois, je suis tenté de rejoindre le docteur Belek. Le docteur Belek. Pour... Je ne dis pas qu'il est extrémiste, mais en fait, l'engagement, il pousse l'engagement un peu loin. Et parfois, quand on revient, parce que vous avez des gens qui savent pertinemment qu'ils ont fait le mal qu'ils ont commis. Et ils savent effectivement qu'en déclassifiant un certain nombre de dossiers, l'on verra, ils seront donc affichés à la face du monde et tout le monde entier va voir les preuves de leurs crimes. Ils ne veulent pas le faire. Et comme le disait aussi le docteur Belek, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Donc, c'est à nous de revenir, de prendre donc maintenant les taureaux par les cornes, de commencer déjà par remettre l'histoire en place. Commencer déjà par appeler les témoins vivants, parce que ceux-là ont vécu, les convaincre. Archiver comme le docteur Jean-Paul Belek le veut. Archiver, bien entendu. Ceux dont nous connaissons d'ailleurs. Ceux dont nous connaissons. Archiver, les appeler, pour que maintenant l'histoire soit restituée telle qu'elle. Parce que lorsque vous écoutez Macron comme en 2017, il arrive d'abord, il reconnaît que c'est un crime contre l'humanité. En Algérie, hein, il faut bien préciser que l'Algérie et la France, allez savoir ce qui se passe entre eux. Oui, déjà, bon, c'est vrai que là, les relations entre l'Algérie et la France, on sait tous que l'Algérie a toujours été, donc, je vais pas dire un bastion, mais ça a été donc une maison, donc, du moins ça a été
une terre sur laquelle les Français pouvaient, sur lesquels les Français pouvaient compter. Donc, ce qui veut dire que maintenant, Macron qui était sur le sol algérien, bon voilà, il a avoué, c'était un pas. Nous avons cru que c'était le début d'un nouvel ère. Là où les Occidentaux pouvaient du moins se reconnaître à la face du monde qu'ils ont commis des erreurs. Bon, disons-le, des erreurs. Bon, essayons d'embellir un peu la chose et disons-le un peu comme... Est-ce qu'on peut parler d'erreurs, justement? Parce que tuer des gens sur un continent alors que ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas des erreurs. J'essaye justement d'embellir parce que si nous rentrons au fin fond, au tréfonds même de la chose, nous allons constater que là, c'est de l'horreur. Donc, je veux paraître moins... je veux paraître un peu conciliant. Je veux pas... On est même au-delà de l'horreur. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que les termes, du moins je ne suis pas sûr, peut-être que vous autres plus anciens que moi allez me démentir, je ne suis pas sûr qu'il y ait un terme français qui peut qualifier les actions qui ont été, les exactions qui ont été donc commises sur le sol africain. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un terme français qui va suffire. Donc, parlons d'erreur. Alors, on s'est dit que c'est un premier pas. C'est un premier pas. On a espéré que maintenant la France aille de l'avant. Maintenant qu'on commence donc maintenant à restituer donc maintenant les dossiers. Mais sauf qu'il y a une déni, puisqu'il vous dit en 2017 qu'il reconnaît que le colonialisme fait un crime contre l'humanité. Rétropédalage à Abidjan. J'y arrive. Voilà. J'y arrive. Rétropédalage, par la suite, à cause de quoi peut-être, moi personnellement, je ne le sais pas. Mais j'imagine que c'est certainement à cause de l'establishment français qui est là, qui a tout fait de lui rappeler que, mais attendez, monsieur Macron, vous n'allez pas venir, donc changer la ligne directive. Vous devez rester, vous devez rester droit dans les bottes que nous vous avons confiées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur Macron a été rappelé à l'ordre. Et très vite, comme tout dirigeant français, soucieux de garder donc son électorat, parce qu'il faut le dire, ceux qui l'ont mis à la tête de la France, ces gens-là ont pour fil conducteur la domination en Afrique, parce qu'ils ne peuvent pas se départir de l'Afrique. On l'a tous dit et puis on le sait. Je pense que c'est un secret maintenant pour personne que si la France en fait laissait donc l'Afrique, en ce moment, la France se retrouverait même pas parmi en fait les 50 puissances mondiales. Parce qu'en fait, la France sans l'Afrique, la France n'est rien. Absolument rien. On vous a compris, hein, Vianney Keljon. On parle également des crimes économiques et impartiens par Fendom. On ne va pas également oublier les crimes économiques commis par la France sur le sol africain. Je prends par exemple le cas avec le franc CFA, qui est de la monnaie nazie, qui est également une monnaie du singe qu'on a octroyée à l'Afrique, mais alors au pays utilisant le franc CFA. Et vous le dites souvent ici sur ce plateau, que la France était face à la France quand elle a signé justement cette monnaie de singe. Mais attends, ces trois individus qui se sont retrouvés dans une chambre pour créer cette monnaie, il s'agit des gens. Voilà encore un autre crime que beaucoup pensent qu'on meurt du franc CFA tous les jours. De pauvreté, de misère. Les trois individus, c'est De Gaulle, René Pleven et Jacques Sosten. Ils se sont réunis, ils ont dit cette affaire-là. Les Américains sont en train de mettre la pression. Ils disent qu'il faut qu'on rembourse la dette colossale que nous avons vis-à-vis d'eux. Et il faut qu'on évalue notre monnaie. Donc il faut qu'on trouve une parade. La parade est toute trouvée. On va appliquer aux Africains sur notre domination la même chose que les nazis nous ont appliqué ici en créant une fausse monnaie qui va nous permettre en réalité de renflouer nos caisses, d'avoir légèrement encore la tête hors de l'eau pour pouvoir en fait discuter avec les autres grandes nations du monde. C'était tout. Donc nous sommes devenus des esclaves de la France à travers ce franc CFA. Et c'est avec notre sueur, notre sang, que nous continuons de donner ce prestige à la France aujourd'hui. Aux jeunes générations, c'est parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une transition dans tout ce que nous faisons, un passage de témoin. Notre génération a fait le boulot qu'il a pu faire. Mais je crois que la transformation de l'essai, à mon sens, se fera avec des générations futures. Parce que c'est eux qui ont le plus à donner, n'est-ce pas, pour transformer cet essai-là. Je leur dis dans ce combat, faites-le mais avec beaucoup d'humilité. Faites-le mais en tenant compte des intelligences qu'il y a dans toutes nos têtes. Regrouper cette intelligence dans une espèce de synergie pour fabriquer des armes imparables qui vont vous donner la victoire.
Mais faites avec beaucoup d'humilité. Parce que vous savez, il y a plusieurs formes d'intelligence. Pour commencer. Il y a plusieurs formes d'intelligence, Steve. Regardez la maestria avec laquelle vous présentez vos émissions. C'est extraordinaire. Mais si je coupe une demi-fût de bois, je vous mets ce fût devant vous. Je vous dis sculptez-le et ressortez le visage de mon petit frère. De Vianney Keldion? De Vianney. Vous pouvez faire 100 ans, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Redonnez-le à un petit sculpteur, je ne sais pas, Babounouki. C'est une affaire de secondes. Quelques secondes seulement. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Mettons ensemble l'ensemble de ces intelligences dans cette lutte, dans cette bagarre pour pouvoir transformer les scènes. C'est très important. La question du franc CFA, comme je l'ai expliqué, elle était toute simple. Mais ça dénote toujours de ce caractère raciste de l'élite française. Je dis que on a défait l'Allemagne nazie. Les gens ont pris des savants. D'autres ont pris l'or. D'autres ont pris, je ne sais pas, peut-être la manière de faire de l'industrie allemande. Mais je pense, à mon sens, que ce que l'élite française a récupéré comme héritage de ce monstre qu'on avait dépecé, c'était la culture raciste. La culture raciste de l'Allemagne. Et il fallait un champ d'expérimentation, s'ils avaient bien assimilé la leçon. C'est fini. On ne peut pas comprendre l'attitude de Paris qu'au jour d'aujourd'hui. Alors que malheureusement, si la France se mettait dans une perspective d'une relation nouvelle avec l'Afrique, donc en octroyant, en acceptant de laisser l'Afrique libre pour qu'elle puisse s'approprier de sa souveraineté et de sa liberté, l'État qui va le plus profiter de cette nouvelle donne-là sur le plan économique, culturel et tout ce que vous voulez, c'est la France. Pour l'instant. C'est la France pour plusieurs raisons. Donc vous voyez, la cécité, je dis bien la cécité de cette élite politique française, au contraire, elle est en train de jouer contre la France. Parce que plus ça dure, plus ces ignominies continuent de perdurer, on risque d'arriver à une situation où... Que pensez-vous justement de ces Africains qui disent qu'il faut plus d'amitié entre la France et l'Afrique? Mais j'en viens. Mais j'en viens. Parce qu'ils sont nombreux quand même, les Africains qui se posent des questions, à savoir, qu'est-ce que les Africains font encore avec la France? Non, les Africains, ce n'est pas de manière volontaire. Tout à l'heure, Belek a parlé. Belek l'a précisé. Par exemple, du cas de Takuba. Quand on veut faire Takuba au Mali, est-ce qu'on prend la vie des Maliens? Non. On le leur impose. On ne prend pas la vie des Maliens. Donc il ne faut pas que nous aussi, souvent, on ait l'impression, oui, il y a quelques endocolons qui sont consentants, qui ont été moulés pour accompagner ces projets. Mais la large France des populations africaines n'est même pas consultée par rapport à ces orientations que Paris prend sur notre continent. Je disais tantôt que si on continue comme ça, ce qui va arriver, c'est que quand on va arriver aux affaires, quand je dis nous, pas nous physiquement, mais les gens qui nous ressemblent, qui ont notre idée, qui ont notre idéologie et notre mode de pensée, je crois que la qui ont notre couleur, hein, comme le déclare dans le docteur Jean-Paul Belek. Oui, mais ce n'est pas seulement une affaire de couleur. Je suis désolé. Hein? C'est mon point de vue. Ce n'est pas seulement une affaire de couleur. Oui. Voilà. Mais quand ils vont arriver aux affaires, peut-être une des premières décisions qu'ils vont prendre, c'est de dire que bon, on coupe d'abord les relations avec la France, même pendant 100 ans. Et je peux vous dire que ça peut arriver, hein, au vu de la violence avec laquelle les enfants d'aujourd'hui sont en train de voir cette question-là. Ils peuvent dire que bon, pour première réparation, on va d'abord couper nos relations avec ces gens-là pendant 100 ans, avec la France pendant 100 ans, pour voir si nous allons disparaître. Donc, je continue d'insister là-dessus. Il faut qu'on réunisse nos forces, en toute humilité, en ayant ce même objectif, focus sur ce target qui est tout faire pour arracher notre liberté, notre souveraineté entre les mains de cette France. Parce que nos anciens qui se sont battus, quand on a dit on vous octroie les indépendances, les gars dans ma langue, ils ont dit c'est faux. Koundé Seri. Peut-être que Belek va bien traduire. Le mot d'ordre c'était Koundé Seri. C'est-à-dire que cette indépendance qu'on vous donne en 60 est une fausse indépendance. Elle n'est pas totale, elle n'est pas réelle. Il faudra encore les efforts, n'est-ce pas, des générations futures pour aider, n'est-ce pas, à décrocher cette indépendance et à la rendre réelle pour l'ensemble des populations et de nos enfants. Et je crois que c'est ce combat que nous continuons à notre manière, mais avec détermination et avec foi. Que les choses vont finir par changer. Ce combat va finir par aboutir. Pendant ce temps, Albert Anatole Haïtien, on parle toujours de dette, que l'Afrique
est endetté auprès de la France, auprès de l'Occident, auprès des talmudistes, des globalistes, des mondialistes. De quelle dette s'agit-il quand on sait qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes, que l'Afrique est pillée, violée? Mais écoutez, nous avons déjà fait une émission là-dessus. Il a été établi formellement que l'Afrique ne doit rien à personne. L'Afrique n'est redevable envers personne. Bien au contraire, c'est le monde qui est redevable vis-à-vis de l'Afrique. Nous l'avons dit ici dans le cadre sur un débat, dans le cadre d'un débat. Mais eux, ils persistent ici, Albert Alatola, ici. Permettez que je revienne sur sur la thématique, parce qu'elle est importante, cette thématique. Tout à l'heure, j'ai convoqué le déni et la co-responsabilité de la France, puisque c'est ça qui est sur la table ce matin. Je prends le cas qui a été convoqué tout à l'heure par Dr Mbelek du côté du Mali. Vous comprenez pourquoi est-ce que la France est en train de partir du Mali? Justement pour éviter d'être responsable des exactions qui sont commises en territoire malien, de manière que conjointement, soit par les djihadistes, soit par la force conjointe, c'est-à-dire Takuba, Barkhane, tout ça. Ils sont donc de manière unilatérale en train de mobiliser, de se déployer pour aller vers un autre territoire, tout en laissant la responsabilité à ce qu'ils appellent, à ce que Macron a appelé une force conjointe multinationale. Parce que la France est toujours inscrite dans le déni et dans la co-responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si la France peut être poursuivie pour les exactions commises, parce qu'il y en a au Mali, il y en a. Lorsque vous tuez, pas seulement les civils, mais vous tuez également les civils, les soldats maliens qui sont pris en otage par les djihadistes, entre guillemets, il s'agit, c'est pas une bavure. Parce que vous êtes censé, vous êtes supposé avoir pris toutes les dispositions nécessaires et opérationnelles avant n'est-ce pas, d'attaquer la cible. Donc, il s'agit là, donc, c'est tout sur une bavure. Donc, c'est un crime de guerre. Alors, la France, donc, se met de manière délicate à l'abri des poursuites éventuelles de ces actions au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Pour revenir à la thématique, tout à l'heure, je parlais du déni. Lorsque vous regardez les éléments, vous observez les éléments de langage de M. Macron que j'ai convoqué tout à l'heure, vous constatez justement qu'ils ne sont pas prêts de reconnaître qu'ils ont commis des assassinats, des crimes sur le continent africain, qui continuent d'en commettre. Le cas récent du Rwanda, lorsqu'il a été tout récemment au Rwanda, est-ce qu'il a osé accepter une quelconque responsabilité de la France? Non. Est-ce qu'il a pu, il s'est humilié pour demander pour des excuses? Je ne pense pas. Parce que justement, dans sa tête, dans leur tête, ils ne sont ni de loin ni de près responsables du génocide du Rwanda, alors qu'en fait, ils étaient bien. Ils étaient plus ou moins des témoins oculaires, peut-être éloignés, mais des témoins quand même qui ont vu se passer quelque chose, mais qui n'ont rien fait, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Il s'agit, ça veut dire que vous êtes responsable, vous êtes co-responsable. Vous êtes auteur, co-auteur. Vous êtes complice. Et pas coupable. Et il s'agit également de cela. Lorsque nous venons, tout à l'heure vous avez convoqué des crimes économiques, vous avez convoqué le franc CFA, mais vous oubliez également le fait que la France, à travers ses multinationales, à travers cette dette, c'est-à-dire qui a été fabriquée, c'est-à-dire que quelqu'un, lui, il fait ses business, et puis quand il part, il détruit même les infrastructures sociales et économiques, soit des gens qu'il a construits, mais vous retrouvez le pays une dette imaginaire. Je vous le dis et je le répète, l'Afrique n'est redevable de rien vis-à-vis du monde. Bien au contraire, c'est l'inverse. Il faut que les jeunes spectateurs qui nous écoutent le sachent que l'Afrique ne doit rien à personne. Parce que si on fait l'inventaire des assassinats, des crimes que nous avons, de quelques crimes que nous avons convoqués, encore que c'est non exhaustif, eh bien, ça dépasse de très loin, mais alors de très très loin, les 800 milliards de dollars qu'on nous demande à tout le continent africain. Maintenant, pour revenir à la thématique, tout à l'heure, je convoquais les alternatives justement de réparation. Pour qu'il y ait réparation, il faut d'abord qu'il y ait, que quelqu'un ait été esté devant un tribunal compétent qui ait établi que vous êtes coupable de tel ou tel acte. Et qui doit le faire? Je pense que nous avons beaucoup d'ONG qui polluent l'espace politique, l'espace public africain. Les ONG qui travaillent pour vous, Albert Alatola, ici. J'ai dit que voilà dans un dossier, je parle dans ces ONG pourfendeuses de défense des droits humains, des droits de l'homme. Voilà un dossier assez intéressant pour eux. Mais nous en connaissons qui polluent, n'est-ce pas, notre espace politique, non notre espace public. Mais pourquoi est-ce que ne se saisit pas ce cas? Faire l'inventaire.
se rapprocher des avocats, des juristes, des chercheurs, des historiens que j'ai convoqués tantôt, constituer un dossier embêtant en y associant éventuellement les États, parce que pour justement pour saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle, paraît-il, eh bien, il faut donc que ce soit les États ou les ONG. Donc, il faut donc que ces ONG-là puissent travailler en étroite collaboration avec les États dans le cas de ces... Parce que je pense que parmi ces ONG, il y a au moins l'un des membres qui est un parent lointain qui a été victime soit d'assassinats politiques, soit de crimes, ou à tout le monde de la traite négrière ou de l'esclavage. Donc, je pense que, de mon point de vue, c'est important parce que nous ne faut pas qu'on dans la périphérie. La périphérie, c'est ce qu'on les voit faire, c'est-à-dire qu'ils font des rapports, ils deviennent des espions contre leur propre pays au profit des impérialistes en contrepartie de quelques bits de dollars. Pendant ce temps, il faut également préciser, Dr Jean-Paul Mbelek, des assassinats de présidents de la République, des assassinats de héros de l'indépendance, la France en a commis également sur le continent africain. Bien sûr. La liste, elle est nombreuse, non exhaustive. On pourrait commencer ici au Cameroun, il y a Oumiobe, Wandje, Moumié. Et puis on va associer, après la France, avant la France, il faudra aller chercher chez l'Allemagne. On va Douala Mangabel, Charles Tangana, voilà, Martin Paul Sangba, Gossodine, et puis le chef Batanga. Madola. Bon, je veux dire, on peut... La liste est tellement longue. Je vais remonter jusqu'à mon arrière-grand-père. Oui, voilà. Pourquoi Jean-Paul Mbelek est dans la lutte? Je peux remonter loin aussi. Justement. Toujours est-il que, ça dit que c'est une longue histoire, mais c'est un problème de rapport de force. Puisque nous tuons nos présidents, pourquoi n'en tuerait pas les leurs? Parce qu'on n'a pas encore la force pour le faire. Le jour où on a la force pour le faire, il commence à trembler déjà. Parce qu'ils connaissent la force de l'homme noir. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, l'homme noir, c'est la personne qui est la plus forte du monde. Vous voyez, on a tous les champions du monde. Est-ce que c'est un problème de rapport de force, Dr Mbelek? Je crois que c'est beaucoup plus un problème d'engagement, de volonté, peut-être de courage. Pour créer le rapport de force. Tous ceux qui sont morts, ne manquez pas de courage. Non, il faut le rapport de force. Avant d'avoir la force physique, matérielle plutôt, le côté matériel, physique, oui. Il y a d'abord la force mentale, sa force personnelle. Moi, Jean-Paul Mbelek, je suis fort. Tu sais quel âge que j'ai, 3 ans? Mais je te défie pour faire un 100 mètres dehors tout à l'heure si tu veux. Je suis pas sûr que tu vas gagner. Je te dis d'avance. J'aimerais bien voir ça, mais bon. Oui. Revenons sur le sujet on prend le pari qui nous intéresse. On prend le pari, on pourra témoigner après devant les téléspectateurs. Restons sur le sujet qui nous intéresse. On prend le pari au... Oui, je vous ai suivi. Oui, on prend le pari. Je dis qu'on prend le pari, parce que vous parlez beaucoup là. Là, c'est un fait, on peut prendre le pari. Je dis, tu sais quel âge que j'ai? Non, je suis fort, je l'affirme. Non seulement intellectuellement, mentalement et aussi physiquement. Ok? Moi, je l'affirme. Je pense que tout Africain, même le plus maigre, peut le dire. Parce que le maigre africain contre le maigre européen, un maigre africain prend 10 maigres européens. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Chacun dans sa catégorie. Je suis sûr que nous, on est plus forts que eux. Sans compter que maintenant, on est les plus nombreux. Le Nigeria, 1970. Oui. Compte 56 millions d'habitants. La France, c'est la l'époque de guerre de Biafra, 1970, 52 millions d'habitants. Aujourd'hui, la France, quand on a la population, elle inclut les immigrés et les départements et les territoires d'outre-mer de la France. 67 millions d'habitants. Le Nigeria, il y a plus de 210 millions. Donc, le Nigeria, sa population est multipliée par 4, pendant que celle de la France... Elle a diminué carrément. Elle a à peine bougé de 7,5%. Non, elle n'a pas diminué, elle a augmenté, mais de rien, pas grand-chose. 15 millions d'habitants, c'est 52 millions au départ. Oui. Ok. Ça veut dire quoi? D'environ un peu moins d'un tiers, excusez-moi, on va être gentil avec eux, un peu moins d'un tiers. Là où les autres ont multiplié par 4, eux ils ont augmenté d'un peu moins de 1 tiers. Nous, la Niger a été multiplié par 4 environ. Bon, donc c'est un peu comme pour le Covid là, on n'est pas dans la même... Normalement on dirait on ne joue pas dans la même division. C'est les Africains qui ne veulent pas prendre conscience de leur force. Quel John ou quel John, je ne sais pas. Moi, je suis Bassa, je sais que je dirais quel John. Moi également. Et je traduirais par le jour du marché. Pendant ton Bassa, toi là-bas, si tu es Bassa, je ne sais pas, tu es dit John. Tu me diras ça tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un ce qu'il est. Donc toi, tu me diras ça tout à l'heure. Ouais. Parce que moi, je ne connais pas quel John. Je connais quel John. Mais on apprend tous les jours. Tu as dit tout à l'heure que tu ne veux pas être aussi... Que moi, mon engagement est un peu poussé, n'est-ce pas? À peu près, c'est ça. Mais je ne suis pas extrémiste, encore que. Tu as d'abord parlé d'extrémisme. Mais
Comme tu es gentil avec moi, je ne suis pas extrémiste, mais quand même c'est très poussé. Autant dire que je suis extrémiste. Est-ce que ça me pose un problème? Non. Pourquoi? Quand on est violé, est-ce qu'on se défend à moitié? Non. On se défend totalement pour ne pas être violé. C'est pas ça. Non, Bissot. Mais je suis un bon Camerounais, ça c'est du pidgin. Donc on se défend totalement. Donc en fait c'est ce que je fais moi. Et je le fais, chaque jour je le cultive en moi. Parce que je dois cultiver ma force mentale. Nous sommes dans une situation où on est les plus écrasés de la planète. Même dans notre diaspora, regardez le Memorial Act aux Antilles. C'est une insulte à toute la race noire. Donc, je dois être dans l'engagement total pour espérer une libération totale. Je ne peux pas être dans l'engagement partiel et espérer une libération totale. Au mieux, j'aurai une libération partielle. Mais moi, je veux une libération totale. Donc, mon engagement doit être total. Et tous ceux qui ne sont pas capables de se mettre à côté, on ne les a pas imposés dans la lutte. Parfum d'homme, la victoire, là, tu la réclames pour la... On ne fait jamais ce que tu fais, là. Je suis désolé de ce que tu racontes. Pourquoi? Je ne t'agresse pas, hein. On est dans la lutte. Comprends bien de quoi je parle. On est dans la lutte. Ce n'est pas un langage de toi contre moi. C'est un langage de nous sommes dans la lutte. Il faut que ça soit bien entendu et qu'on y arrive, on gagne. Attends. Comment tu peux... Tu es dans la souffrance. Tu sais très bien que de génération en génération, à cause de l'effet néocolonial, la culture néocoloniale que nous vivons, hein, l'éducation néocoloniale que nous recevons, que les enfants qui viennent après sont moins bien armés que nous. Sur le plan historique, sur le plan mental, ils sont moins bien armés que nous. Ça, on le vit tous les jours, non? Parfois même moins bien éduqués que nous. Par rapport à la culture africaine, je veux dire. On le vit tous les jours, non? Tu ne peux donc pas laisser la charge à ces enfants de gagner une guerre que toi qui étais mieux armé, tu n'as pas réussi à gagner. Nous devons gagner cette guerre de notre vivant, nous. Moi, avant que je meure, elle doit gagner. Ou alors, si c'est par accident, je ne suis plus là, je sais quand même que ceux qui étaient là avec moi, donc vous, là, vous allez la gagner. Ce n'est pas les enfants doivent plutôt en profiter. On ne peut pas leur laisser la charge de gagner cette guerre. C'est à nous de la gagner. Les Oumioba nous ont passé. Ils sont morts, eux. C'est-à-dire qu'ils ont été totalement au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Nous devons faire la même chose. Et dans notre cas, nous allons la gagner. Nous avons des moyens que eux, les autres n'avaient pas avant. Nous allons la gagner. Nous devons la gagner. Et nous devons aussi la gagner. Donc, il tue les chefs d'État. C'était ta question. Oui. Bon, d'abord, moi, si tu me permets, je vais nuancer un peu. De quel État il s'agit? L'État néocolonial? De quel État il s'agit? L'État africain authentique qui suit quelle tradition? Donc déjà, il y a un problème là. Mais je suis pragmatique. Je suis né dedans. Je dois m'en sortir avec ça et retravailler pour retrouver mon identité culturelle. Tant que je ne suis pas libre, mais il y a tout ce qu'on appelle les conditions initiales et les conditions limites. Les conditions initiales m'imposent de tenir compte de l'État colonial, je suis né dedans. Les conditions limites, c'est l'environnement mondial qui hostile aux Africains. Je dois en faire. Parfait, donc moi je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Je veux bien être d'accord que quand on dit blanc, noir, ça peut être des catégories politiques. Ça je suis d'accord, on l'a déjà dit ici. Ok? Mais n'empêche que dans la catégorie noire, il y a essentiellement beaucoup de noirs. Et dans la catégorie blanche, il y a très peu de noirs là-bas. Il y a quelques Ouattara. Parce que si c'était le contraire, mais notre lutte est foutue. Nous espérons quand même que la plupart de notre peuple est avec nous. C'est le peuple qui subit. Il y a quelques endocolons traîtres qui se prennent pour des blancs. D'ailleurs, qui sont blancs. C'est le cas de Ouattara. Mais ça ne veut pas dire qu'on est raciste. Les Occidentaux, eux, ils sont racistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été soumis par des racistes. Ils ne sont pas nés racistes. Moi, j'ai fait la culture romaine latine. Ils ne sont pas racistes à la base. Quand les Romains pratiquaient l'esclavage, ce n'était pas spécialement contre les Noirs. C'était contre les peuples soumis, point final. Qu'ils soient blancs, noirs, jeunes, s'en foutaient. Ils n'étaient pas spécialement racistes. Le racisme est venu parce que des gens que moi j'appelle talmudistes, parce que c'est écrit dans le Talmud qui passe avant la Torah. Le Talmud, c'est leur livre sacré. La Torah même, c'est même rien pour eux. Ces gens-là ont écrit que les Noirs sont des biens meubles ou des singes, ou entre l'homme et le singe. C'est eux qui ont mis les Européens à l'école. Et ça a pris un bon millénaire pour convertir les Européens. Et finalement, avec l'école de Juiféry, les emmener à apprendre ça à l'école. C'est un travail fait de gens qui viennent de l'extérieur. C'est pour cela, Aïssi dit que parfois, je crois, ou c'est toi-même, je ne sais pas, un de vous deux, a dit que cette élite, peut-être c'est toi-même, cette élite française joue même contre la France. Mais bien sûr. C'est parce que c'est dans leur dessein. Ils ne travaillent pas pour la France. Maintenant, il y a des Français qui sont tombés là-dedans, qui sont leurs alliés, comme nous on a des endocolons eux aussi. Sauf que leur situation est meilleure que la nôtre. C'est tout. Voilà. Donc, in fine,
Soit tu veux que je fuite, tu me perturbes quand tu veux que je fuite. Non, 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 je vous ai pas parlé là, docteur Jean-Paul Je sais Bellec. pas, je vois juste tes attitudes. Non, 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 je lis. Ne vois pas moi, je vois toi à côté de moi, je vois ton Mais Jean-Paul Bellec, vous avez dit à la séance. c'est pas grave. C'est grave, là. Ok. Moi, je lis le langage corporel aussi. Non, mais c'est pas possible. Ok, bon, je vais fuiter. Alors, je vais donc chuter, mais c'est bien de faire rire. Je vous fais rire. Vous me payez pour ça. Hein. Parce que grâce à moi, votre humeur est meilleure. Je vous fais rire tout le temps. Et je fais exprès de vous faire rire pour détendre un peu. Il faut détendre l'atmosphère, D'autant toujours. plus qu'en même temps, je mets le feu. Oh oui, il faut mettre le feu. Oui. Je fais les deux. En même temps, allons-y. Alors, donc, je disais que cet État colonial, c'est une condition limite. Une condition initiale, je fais avec. Il y a les conditions limites, l'environnement. Oui. Mais une fois que je sors de là, nous devons rétablir notre État africain dans sa continuité. Oui. Bon, en attendant, ils ont tué tous ces chefs d'État. Ils les ont tués. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas assez armés pour nous défendre. C'est le monde. D'abord, on n'a même pas compris la problématique. À un moment donné, il y avait la guerre froide. On pensait qu'il y a un camp contre un autre. Non. La problématique, c'est que nous avons affaire à des gens qui ont financé et le communisme et le capitalisme. Ils ont tenu de voir quel camp gagner. Parce que leur priorité à eux, c'est d'abord tuer la royauté européenne. Ce qu'ils ont réussi à faire. Je signale qu'ils ont coupé la tête du roi d'Angleterre avant de couper la tête du roi un siècle avant, 150 ans avant. Ils ont d'abord coupé la tête du roi d'Angleterre, ils se sont installés. D'où la City, tu en as parlé. Oui, j'en ai parlé, juste. Non. Après, ils ont coupé la tête du roi de France. En coupant la tête du roi d'Angleterre, ils ont mis une république d'où mon questionnement. La république, c'est leur marque déposée. La république, c'est pas la royauté. Ça, c'est eux qui apportent ça. Et les gens ont tort de lire ça au niveau latin du terme, res publica, la chose publique. Non, c'est la chose du talmudiste. Parce que c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui oriente les choses. C'est lui qui, quand tu contredis, il te dit que non, c'est pas ça, il corrige. Il devient le professeur. Ok, c'est lui qui oriente tout. Donc, ils ont coupé ces rois-là, la tête de ces rois. Ils ont mis, du coup, avec l'Angleterre, à genoux, ils ont mis les pieds aux États-Unis. D'où le Columbia District. Là, Oui, le district de Columbia. Bon, ok. Et puis Wall Street, tout ça, là. Voilà. Et finalement, les voilà arrivés en Chine. Avec la guerre de l'opium, pareil. L'empereur de Chine a les pieds à genoux. Donc, pareil, ils vont convertir aussi les Chinois. Donc, j'ai signé tout à l'heure, les Chinois sont dans le business plan depuis longtemps. Mao Tse-tung, c'est un passage, mais ils sont dans le business plan. Finalement, on en est là aujourd'hui. Donc, nous nous battons contre des nazis, je l'affirme. L'État, c'est-à-dire que, moi, je vais trouver une cohérence par rapport, en tout cas, à ce qui a été dit ici. L'Union européenne, tant qu'elle existera sous la forme qu'elle existe, et ne soyez pas étonnés si les Français même luttent contre ça. Moi, je dis pas des Français parce que moi, j'ai vécu en France. Voilà. Mais les Anglais sont sortis déjà. C'est parce que c'est une création nazie. Je vous invite à écouter Asselineau. Il a fait une conférence là-dessus depuis de 3 heures. Asselineau, à l'époque, il ne fait plus maintenant, mais il y a encore, avant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, donc il y a encore 5 ans, il faisait des conférences à l'africaine, 3 heures, 4 heures. Si YouTube ne les a pas enlevés, ils sont encore sur YouTube. Asselineau, François Asselineau, de l'UPR, l'Union populaire pour la République, chose comme ça. Voilà. Et Asselineau explique très bien comment apparaît l'Union européenne. C'est Hitler qui demande à un Allemand dont Asselineau donne le nom de réfléchir sur l'Union européenne. C'est-à-dire qu'une fois que l'Allemagne gagne la guerre, ils vont faire l'Union européenne. Et c'est cet Allemand, comme Dom il a dit tout à l'heure, que les Américains ont récupéré, tu l'as dit, non? Ont récupéré des Allemands. Tu l'as dit qu'ils ont récupéré des Allemands. Tu l'as dit. Bon, en sciences, par exemple, von Braun, fusées, tout ça, là. Bon. Mais tu as raison. C'est ce même nazi récupéré par les Américains qui sera le premier président de l'Union européenne, du Conseil européen. Oui. Je dis, écoutez, par exemple, écoutez Asselineau, il donne même les noms. Moi-même, je peux rafraîchir la mémoire. Oui. Je dis que c'est ce nazi qui est le premier président de l'Union européenne. Merci. Donc, je suis... Qu'attendez-vous? Vous me demandez pour les présidents. Qu'attendez-vous que les nazis font à des nègres? Quand un nègre lève la tête et que le nazi, ça ne colle pas avec son modèle, le nègre n'a pas levé la tête, n'est-ce pas? Il fait quoi? La seule chose à faire, c'est de l'assassiner. On vous a compris parfaitement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein. Et il en sera ainsi tant que ces talmudistes seront au pouvoir. Merci beaucoup, hein, Dr Jean-Paul Bellec, pour cette précision. On va rester ensemble. Hein. Pendant ce temps, quand même, Vianney Keldion, on parle des réparations quand on sait pertinemment que la France est contre la repentance. Maintenant, qui pour exiger les réparations?
On va aller très rapidement et droit au but. Seuls les Africains peuvent exiger la réparation parce que, comme tout le monde a bien expliqué ici sur le plateau, les autres, permettez-moi d'être un peu que les autres n'ont rien à foutre de nous. Donc, les autres ne veulent pas savoir si on va bien, si on ne va pas bien. Les autres sont là. Ils s'en fichent carrément, ce n'est pas leur problème. Carrément, ce n'est pas leur problème. Donc, aujourd'hui, il appartient aux Africains de se lever eux-mêmes. Il appartient aux Africains de se lever eux-mêmes, de réclamer. Parce que, donc, vous voyez, justement, je reviens à vous, vous n'êtes pas si extrémiste que ça. Vous êtes quelqu'un qui développe des thématiques qui sont assez bien, enfin, des thématiques qui portent. Le docteur Mbelek le disait tout à l'heure, c'est que il faudrait que les Africains arrêtent de pleurnicher. Donc il faudrait que les Africains arrêtent de croire que ce sera aux autres donc de mener leur combat, ce sera aux autres de réclamer ce que eux ils doivent réclamer. Oui. Il faudrait que les Africains, justement, la génération qui nous a précédés, notre génération, et la génération qui vient, là où je rejoins monsieur Patient Parfendom, parce que également, tout le monde, nous n'avons pas la vie éternelle. Du moins, maintenant, il revient à nos prédécesseurs de nous transmettre justement l'histoire pour que nous nous en imprégnions et que nous la portions comme nos vêtements que nous portons. Maintenant, que nous défendions bec et ongle ce que le combat, enfin, que nous engagions ou bien que nous poursuivions le combat que eux, ils ont entamé. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que justement, ça se transmet de génération en génération. Regardez, par exemple, je vous parlais aujourd'hui de l'établissement français. Vous avez des présidents de Pompidou jusqu'à Macron. La ligne directive, elle est la même. Parce que justement, on leur a transmis des valeurs que l'établissement français voulait qu'ils aient en tête. Aujourd'hui, même si Macron s'en va aujourd'hui, quel que soit le président qui va venir, il va continuer la même barque. Il va continuer donc la France-Afrique, par exemple, aujourd'hui, elle existe depuis. Mais quel que soit le président qui arrive, il essaie de trouver les mots pour soigner un peu maintenant, pour ne pas heurter. Parce qu'aujourd'hui, comme le docteur Mbelek le disait aussi, c'est que nous avons aussi nos armes. La première, par exemple, la voici. C'est qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes capables aussi d'asséner un coup à, enfin, je ne vais pas dire à l'occupant, mais nous sommes en fait capables d'asséner aussi un coup à la personne qui nous attaque. Via un certain nombre de canaux, dont l'un est peut-être en fait le canal informationnel. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne, c'est que tant que nous restons toujours à se dire, bon ok, tant que nous restons à jouer les victimes, oui, nous resterons les victimes éternelles. Ne pas jouer les victimes ne veut pas dire tout simplement donc aller et peut-être trouver un Français lambda et peut-être lui trancher la tête, non. Pourtant, ils sont nombreux les Africains qui pensent comme ça. Hein. Oui, vous savez, lorsque vous avez vécu des décennies d'occupation, des décennies d'attaque, à un moment à un autre, vous dites, bah, tant qu'à faire, vaudrait peut-être mieux que moi aussi je réponds de la même façon que mon assaillant. Certains Africains pensent que le meilleur moyen aujourd'hui c'est l'extrémisme. Oui, bien sûr. Revenir comme par exemple dans les années 90 en Algérie avec le Front islamique du salut. Vous savez, ce qu'on qualifie généralement de djihadistes, depuis un certain moment, vous permettez que je fasse un peu la petite digression, c'est que vous avez des gens qui ont été formés, élevés et puis armés par des puissances occidentales, qui maintenant, lorsque elles ont les yeux ouverts, elle se rappelle, bah, attendez, mais ces messieurs-là étaient en train de nous mentir, elles se révoltent contre leurs formateurs. Et maintenant, les noms changent. Ils deviennent donc maintenant des djihadistes, ils deviennent, et puis tous les noms qu'on veut, qu'on veut leur attribuer. Je ne suis pas pour les tueries, mais à un moment ou à un autre, il faut bien que l'assaillant comprenne qu'à un moment ou à un autre, à force de pousser un peu le bouchon trop loin, la victime peut se révolter, peut se rebeller et devenir peut-être plus violent que l'assaillant. Donc, il est temps aujourd'hui que nous appelions à ce que, du moins d'abord dans un premier temps, que notre histoire nous soit restituée. Parce que vous avez un certain nombre d'objets que les... Restitués alors que c'est à nous d'écrire notre propre histoire? Non, nous ne pouvons pas, du moins ça fait l'histoire, nous ne pouvons pas partir de zéro. À moins que vous vouliez maintenant qu'on tranche en fait notre passé, qu'on recommence. Puisqu'on vit d'il y a des événements, il faut les écrire. Bien sûr. Le docteur Mbelek le disait tout à l'heure, et puis voilà, je le rejoins. Vous voyez, je vous rejoins sur beaucoup de points. Justement, il le disait. Terminons, messieurs, rapidement. Il y a des éléments factuels que nous devons consigner, qui sont d'actualité. Mais n'oublions pas que maintenant, le présent est lié au passé.
Et maintenant, comme le passé existe, le passé, du moins, en fait, influence le présent, et le présent, lui, va influencer le futur. À nous, donc, maintenant, de jouer sur le présent pour que le futur soit meilleur. Merci, messieurs. Permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs. Pendant ce temps, nous allons dire bonjour à la censure. Salut, mes frères. Que Dieu vous bénisse. J'aime la manière dont vous analysez la presse avec tous les détails. Que Dieu vous donne plus de savoir. C'est Abomo Gifoli du Togo qui nous a écrit ce matin. Bonjour, je prie mon fils Jackson Jock d'éviter de jouer les avocats du diable dans ses analyses. Mon nom c'est Luc Bonaventure Mbédé. Merci à vous également de nous avoir écrit. Bonjour DBS, ça fait longtemps qu'on a remarqué l'absence de l'un de vos panélistes, à savoir Paul est là et nous espérons qu'il va bien. Maintenant Paul est là et de retour. Il sera là également demain, ne vous inquiétez pas. Bonjour Steve, bonjour à vous et à tout votre panel. Vraiment, je suis fan de votre émission. Donc, manquer à une de vos émissions est un manquement. Parlons du thème de ce matin, mon humble avis. J'aurais souhaité qu'il soit ainsi écrit un crime et assassinat en Afrique. Qui pour stopper ça? Steve, bon d'accord, ça c'est votre le plus cher. Steve, non, pas loin. Prenons le cas récent du Rwanda, la France va toujours faire des zigzags, ils vont toujours sortir des expressions telles que excuse, reconnaître, mais au fond, ils vont toujours tuer. Bonne journée à vous, c'est le Christian depuis Ndom. Waouh, depuis Ndom. D'accord, regarde bien, depuis Ndom, vous étiez en Ndom la dernière fois. Bon, c'est pas de vous qu'on parle. Hein. Bonjour DBS TV, un sujet très important, mais la France maligne dans ses actes se couvre toujours avec des traités qui leur évitent toute poursuite judiciaire devant les cas de bavure et surtout d'assassinat. Au Mali, tout récemment, la force Barkhane a massacré des civils au Mali lors d'une fête de mariage dans un village à Boni, dans la région de Mopti. Après les enquêtes, aucune sanction n'a été infligée à la France car elle est protégée par le traité de défense signé entre le Mali et la France en 2015. Prenons le cas de la Libye. Muammar Kadhafi a été assassiné au vu au sud de tout le monde par la force de l'OTAN. Jusque-là, aucune voix ne se lève pour demander une simple enquête pour situer les responsabilités. C'est dur de vivre avec cette douleur. C'est Sekoumba qui nous écrit depuis le Mali ce matin. Bonjour Steve, bonjour le fabuleux panel et la chaîne de production. Il faut qu'on réclame au cocorico jupitérien qui semble connaître le français comme c'est sa langue, mais comme il est schizophrène, il faut le leur marteler encore et encore, ces sorciers. Vous êtes en plein dedans, longue vie à vous. Et à l'émission, c'est Brian qui nous écrit depuis Ngodi. À peine la vérité commence que le câble est coupé. Merci à la censure, Brian de Ngodi. Merci à vous également de le préciser, surtout de dire bonjour à la censure. Les guerres en Afrique sont faites pour réguler la population noire, de peur de subir une invasion noire. Moins nous sommes nombreux, plus il est facile de nous contrôler. Le planning familial n'a pas marché, il faut chercher d'autres méthodes. Les vaccins Covid vont rendre bon nombre d'entre nous stériles. Ils gardent nos crânes humains dans le but d'étudier notre constitution génétique afin d'améliorer la leur et trouver des failles dans la nôtre. Posons-nous la question, pourquoi plus de césariennes? Quel est le rôle des vaccins qu'on nous inocule? S'il faille des changements, premièrement, la religion doit être éradiquée pour retourner aux sources. Et si on ne le peut pas, attaquons-nous à leurs institutions et ils se verront forcés de plier bagages. C'est Priscilla qui nous a également écrit ce matin. Bonjour DBS, n'oubliez pas de rappeler cette citation de Arthur Schopenhauer à Parfendum. Si les autres parties du monde ont des singes, l'Europe a des Français, cela se compense. Arthur Schopenhauer. Allez savoir, c'est dur quand même. Mais ouais. Steve, tu connais Schopenhauer, non? Oui, je connais Schopenhauer. C'est qu'il a dit, lui, pour lui, avant même qu'on fasse les fouilles, là, lui, pour lui, l'origine de l'homme, c'est en Afrique. C'est en Afrique, ça a toujours été ça. La civilisation, c'est les Noirs. Oui. Pourtant, c'est un Allemand. Oui, c'est un Allemand. Oui, ça l'a pas bon, empêché. maintenant, si le monde est entouré des singes, en France, on a les nôtres. Quand même. Non, tu comprends pas. C'est-à-dire que le monsieur est européen. On est là au 16e ou 17e Je ne le comprends pas parfaitement. C'était voilà. Juste pour vous faire sourire. Mais ça n'empêche pas de doigter justement les Européens. C'était pour vous faire sourire. Hein. Ah, excusez-moi. Bonjour DBS ce matin, ainsi qu'à ce riche panel, la question ne se pose même pas concernant le thème mis à l'ordre du jour. Sur la table ce matin, c'est la France coloniale et ses suppôts qu'il faut bien sûr exiger les réparations des crimes et assassinats perpétués par elle sur le continent africain. Cette France, avec ses alliés, ont tellement fait du mal
le continent que si elle avait encore un peu de bon sens et de jugeote, elle réfléchirait par 1000 fois avant de se prononcer sur les questions sur le continent. Mais comme ce qui la caractérise est l'orgueil, le mépris, la forfaiture, la condescendance, l'arrogance et la méchanceté face à la mort qu'elle orchestre pour dominer et soumettre l'Afrique à son avantage, il lui devient difficile de reconnaître ses dénis. Par conséquent, elle trouve que tout ce qu'elle fait comme mal en Afrique pour préserver ses soi-disant intérêts est bien pour elle. Pegada Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun ce matin. Messieurs, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Patient Parfeno, merci d'avoir été là ce matin. Merci, je tiens quand même à préciser, à dire à notre jeunesse toujours, il faut qu'en toutes circonstances, que soit toujours capable de faire l'analyse concrète de la situation concrète. Merci beaucoup. Je pense que c'est Priscille, hein, ma question en tout cas. Pendant ce temps, je vous dis merci à vous également, Albert Anatole ici. Écoutez, ils ne sont pas sur le continent africain pour y quelconque mission civilisatrice. Ils sont là pour piller, pour commettre des crimes, violer, pour assassiner, n'est-ce pas? Donc, je pense que chaque génération, comme disait quelqu'un, a ce combat. Elle doit soit les trahir, n'est-ce pas, ces combats, soit justement les assumer. Merci à vous également, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir été là ce matin. Il y a un document, j'aurais voulu envoyer à Mangué, qu'ils lisent, qu'ils comprennent bien, parce que ça se passe aux États-Unis, c'est en anglais, s'il peut le traduire. Parce que c'était dans un lycée où 2 jeunes noirs ont eu les meilleurs points, et donc le prix leur revient. Mais comme on ne veut pas donner le prix, et c'est un prix très prestigieux là-bas aux États-Unis, hein, oui, à ces 2 jeunes noirs-là, alors on rajoute 2 blancs, les 2 qui suivaient derrière, pour donner le même prix à 4 personnes au lieu de 2. En fait, c'est 2 titres, hein, 2 titres prestigieux. Donc on rajoute encore 2 blancs, pour que ça soit... 4 personnes plutôt que 2. Oui, pour que les blancs y figurent. Donc je dis que tant qu'on est dans un tel état d'esprit, franchement, l'urgence pour nous est de nous libérer, pour remettre de l'ordre dans ce monde, pour l'intérêt de l'humanité, pas seulement des Africains. L'intérêt de l'humanité. Merci à vous également, Vianney Keljon d'avoir été là ce matin. Merci Steve de m'avoir invité. Des thématiques comme ça, j'en redemande. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe de production. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis ce matin devant vos petits écrans. Merci à vous également qui étiez sur YouTube et surtout sur Facebook de nous avoir suivis. L'émission était entièrement et totalement dédiée à Laurent Koa qui a eu 49 ans. C'est un panafricaniste, un Camerounais pas comme les autres qui vit du côté de l'Angleterre. On va lui souhaiter joyeux anniversaire. Il ne faut pas oublier de dire à nos amis de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes à jour moins combien de retour? Jour 2. Voilà, vraiment, de rester mobilisés. On va en parler. Hein, et d'éviter les provocations, de faire de cette venue de Laurent Kodo Barbeau-Chelu une grande fête, un grand moment de partage. De réjouissance. Voilà, une grande fête. Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres ce matin. N'oubliez surtout pas, tendre l'autre joue est une incitation au meurtre. Le meurtre est l'ultime échec de la parole. Le jour viendra où les personnes que nous sommes regarderont le meurtre des animaux comme on regarde aujourd'hui le meurtre des êtres humains. Le meurtre parfait est de pousser l'autre au suicide. Et celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Les pays africains continuent de payer la taxe coloniale depuis plus de 60 ans. Combien de temps les Africains doivent-ils encore attendre pour mettre fin à ce grand pillage? Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.